Donc moi, je suis docteur Naïd Deridj, je suis chef de clinique actuellement donc, à l'hôpital Necker. Et donc, on va parler des communications interauriculaires. Alors, un peu d'épidémiologie. Donc, les communications interauriculaires elles représentent la deuxième malformation cardiaque la plus fréquente, derrière donc, les CIV, donc tout type de communication interauriculaire, hein, les CIA qui sont non associés et les CIA associés à d'autres types de cardiopathie congénitale. Là, il s'agit de la prévalence mondiale qui a été publiée récemment dans International Journal of Epidemiology, qui correspond à une méta-analyse de 260 études des années 1970 jusqu'à 2017. Et donc, c'est une prévalence qui est estimée aux alentours donc, de 1,5 pour 1000. Et donc, en termes de proportion pour l'ensemble des cardiopathies congénitales, ça représente à peu près 15% de l'ensemble des cardiopathies congénitales. Dans cette même méta-analyse, en fait, ils ont fait également une étude des trends, donc des évolutions donc de 70 à 2017. Et donc là, en vert foncé, vous avez les CIV, en vert clair, les CIA, en bleu, vous avez les canaux artériels, bleu clair, les sténoses pulmonaires, et en violet, vous avez les tétralogies de Fallot. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression, comme ça, quand on regarde juste de prime abord, on a l'impression qu'il y a une majoration de la prévalence en fait des CIA, des CIV et du canal artériel. Mais par contre, il n'y a pas au niveau des sténoses valvulaires pulmonaires et des tétralogies de Fallot. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on peut bien estimer la prévalence à partir du moment où le diagnostic il est fait. Et étant donné que les communications interauriculaires ne sont pas des cardiopathies congénitales qui sont très bruyantes dans l'enfance, sur le plan clinique, je veux dire, hein, sur le plan symptomatique, dans certains pays dans le monde, le dépistage et le diagnostic n'est pas fait. Et donc, ce que l'on peut observer avec cette évolution et cette majoration de prévalence des CIA, c'est également de manière sous-jacente en fait l'amélioration et l'évolution du dépistage sur le plan mondial. D'accord. Alors que, par exemple, pour une cardiopathie congénitale telle que les tétralogies de Fallot, qui correspondent à une malformation cardiaque donc très bruyante en période néonatale, c'est-à-dire c'est des enfants donc, qui sont bleus, donc le dépistage se fait bien, et donc on voit qu'on a l'impression quand même que c'est à peu près stable sur le plan de la prévalence. Concernant les étiologies des communications interauriculaires, donc on dit que le plus souvent c'est sporadique, idiopathique, mais globalement ça veut dire qu'on n'a pas retrouvé de cause, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Il y a des formes qui sont familiales, des formes associées à certaines mutations génétiques, notamment une mutation du gène NKX2.5 qui est associée à des blocs atrioventriculaires. Les enfants qui présentent un syndrome de Holt-Oram, vous savez, c'est ces enfants avec une déformation des extrémités, hein, comme je vous ai mis une petite photo ici. Les enfants qui naissent avec une trisomie 21, donc le Down syndrome, et puis d'autres mutations de certains gènes, donc CATA4, donc les T-box, notamment TBX5, et la chaîne des TGF-bêta. Récemment, il y a de plus en plus d'études épidémiologiques qui sont en train de mettre en évidence que potentiellement les CIA et peut-être cette idée qu'il pourrait y avoir une petite prévalence augmentée des CIA pourrait être associée à certains facteurs environnementaux. Là, je vous ai mis un exemple d'une étude là, qui est sortie très récemment, là, donc, en 2020 dans BMC Pediatrics. Et en fait, cette étude est très intéressante. C'est une étude qui a été faite donc, aux États-Unis entre 1991 et 2016. Et en fait, les auteurs ont réussi à montrer qu'il y avait une association entre le cannabis et l'augmentation de la prévalence des CIA. En fait, ils ont montré que l'association était spatiale, temporelle et géographique. Et donc, au-delà de montrer juste qu'il y a une association, ces trois associations combinées sont un argument assez fort pour établir potentiellement un lien de causalité. Voilà, je vous rappelle un petit peu l'embryologie du septum interauriculaire, mais qui vous a été fait normalement par le professeur Houyel.
Donc, ici, j'ai pris ce schéma d'un article de Rojas publié en 2010. Donc, il faut imaginer ici la partie crânienne et ici les bourgeons. Voilà, et donc on a ici donc le septum. On a donc la partie du septum primum qui arrive ici et qui va commencer à migrer jusqu'au niveau des bourgeons endocardiques, mais qui ne va pas donc arriver jusqu'à toucher les bourgeons endocardiques. Et on va avoir ici donc l'ostium qui correspond donc à l'ostium primum. En parallèle, ce que l'on va avoir, on va avoir progressivement donc le septum primum qui va finir par aboutir jusqu'à l'accolement progressif au niveau des bourgeons endocardiques. Et il va y avoir une apoptose cellulaire ici, donc c'est les tout petits trous que vous voyez représentés ici. Une apoptose cellulaire au niveau de ce septum primum. Et en parallèle, on va avoir le septum secundum qui va commencer à se développer et qui va commencer à recouvrir en fait la face plutôt au niveau de l'oreillette droite. Donc imaginez qu'ici c'est oreillette droite et ici oreillette gauche. Et donc par la suite, il va y avoir le recouvrement en fait du septum secundum qui va recouvrir une grande partie, donc 3/4 du septum définitif, sauf une partie ici qui va correspondre à la fosse ovale. Donc la fosse ovale qui sera une dépression que vous observerez au niveau de l'oreillette. Je vais vous montrer juste après sur un petit schéma anatomique. Et vous allez également avoir la fusion des différents trous qu'il y avait ici. Et donc la fusion des différents trous, pardon, et il y aura donc cet ostium qu'on appellera l'ostium secundum ici. Et puis donc par la suite, il va y avoir une fusion et du septum primum et du septum secundum, une fusion qui va aller jusqu'à l'âge à peu près de 2 ans pour donner un septum complètement intact. Donc voici un schéma anatomique. Donc le schéma, donc ici, oreillette droite qui est ouverte, veine cave supérieure, veine cave inférieure. Et donc on peut distinguer trois zones différentes au niveau du septum interauriculaire. Donc une zone ici donc, qui correspond à la fameuse fosse ovale qui est donc constituée de septum primum uniquement. Et puis vous allez avoir ici le septum secundum qui va séparer la fosse ovale et la veine cave supérieure. Et ici le septum vestibulaire qui va être juste au contact des bourgeons endocardiques qui sont devenus en fait les valves atrioventriculaires. Et donc là, ce que vous pouvez regarder, ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'il y a une atteinte ici, donc où est-ce que le défect est ici, donc au contact des valves, on parle de CIA ostium primum. Lorsque les défects sont ici, c'est donc le CIA ostium secundum. Et lorsque les défects sont au contact donc, des deux veines caves, donc on parle de CIA sinus venosus. Donc parlons un peu des CIA ostium primum. Donc les CIA ostium primum, c'est 2 à 3% de l'ensemble des communications interauriculaires. Et comme je vous le disais, sont associées, particulièrement celles-là, associées à des trisomies 21 dans le cadre donc, des communications atrioventriculaires. Donc ici, c'est un exemple de CIA ostium primum que l'on peut voir au scanner. Donc on voit vraiment avec au contact des valves AV, avec l'oreillette gauche ici, l'oreillette droite ici, au ventricule droit et ventricule gauche. Et donc comme je vous le disais, vous voyez, c'est vraiment un défect donc, au contact des valves sur une absence de migration en fait, du septum primum. Voici un exemple donc toujours de CIA ostium primum que l'on peut voir à l'échographie. Donc globalement, ce que l'on doit bien voir à l'échographie, il y a plusieurs coupes qui peuvent potentiellement qui existent pour voir les CIA ostium primum.
la coupe 4 cavités, donc ici sur le côté gauche, mais attention pour ceux qui ont l'habitude de faire l'échographie, là on est vraiment gauche côté gauche et droit côté droit. Donc ici ventricule gauche, ventricule droit, ici oreillette gauche, oreillette droite. Et donc, comme on peut observer avec le petit décalage mitro-tricuspidien, avec la mitrale qui est de ce côté-là et la tricuspide qui est ici. Et donc là, c'est zoomé au niveau des oreillettes. Et ce que l'on arrive à bien voir, c'est qu'il y a un petit shunt qui est ici, juste au contact des valves atrioventriculaires. Donc un shunt qui est gauche-droite. Hein. Voilà. Et puis on peut observer aussi une petite fuite au niveau de la mitrale et de la tricuspide de l'autre côté. Ici, c'est une coupe sous-costale. Et donc, vous arrivez également bien à distinguer qu'il y a l'absence complètement de septum ici, au contact des valves qui sont là. Et donc, également un autre plan pour les CIA ostium primum. Passons aux CIA les plus fréquentes. Donc, les CIA les plus fréquentes qui correspondent donc aux communications interauriculaires, donc ostium secondum. Donc, les CIA OS, donc, qui correspondent donc à une communication. Donc, il y a un défect et au niveau du septum primum. Hein, donc, il y a eu l'apoptose cellulaire, comme on disait, et puis il y a eu une migration au niveau un peu plus bas. Enfin, ça dépend de la position. En tout cas, il y a eu une apoptose cellulaire au niveau du septum primum. Et il y a toute la partie de la fosse ovale, donc, qui est l'absence de recouvrement par le septum secondum, ce qui donne en fait donc, les communications interauriculaires, donc ostium secondum, que vous pouvez voir ici en scanner. Bien évidemment, hein, l'examen de choix, c'est plutôt l'échographie, hein, où on arrive à très bien les distinguer, en tout cas dans la majorité des cas. Et donc, on voit ici donc, oreillette gauche, ventricule gauche, ventricule droit, oreillette droite, et donc on voit le défect ici, et on voit bien qu'au contact des valves, il y a du septum, donc ce qui nous fait dire que c'est une CIA OS et pas une CIA OP. Auriculaire, donc ici, on voit bien que le champ est gauche-droite. Voilà, puis on parlera d'évaluation des berges, etc. pour la prise en charge. Voilà, donc les CIA sinus venosus, donc c'est des CIA qui sont assez rares, correspondent à 2 à 10% de l'ensemble des communications interauriculaires, pour lesquelles l'embryologie est assez controversée, donc je ne vais pas m'y aventurer. Globalement, il y a deux types de CIA sinus venosus. Il y a la CIA du sinus venosus donc supérieur, qui est donc un défaut de communication entre l'oreillette droite et la jonction entre donc la veine cave supérieure et l'oreillette gauche, et qui est normalement par définition en fait associé en fait à un retour veineux pulmonaire anormal partiel, donc du lobe supérieur droite dans la veine cave supérieure. Donc normalement, lorsqu'on dit que c'est une CIA sinus venosus, ça veut dire qu'il y a toujours associé un retour veineux pulmonaire anormal partiel. Pour la CIA sinus venosus du segment donc inférieur, donc c'est un défaut de communication entre l'oreillette droite et donc la jonction de la veine cave inférieure et donc de l'oreillette gauche, et donc normalement toujours associé à un RVPA partiel donc du lobe inférieur droit. Maintenant, en cardiopathie congénitale, bien évidemment, on ne peut pas dire toujours et pas jamais, vous savez bien. Et puis, une particularité, la CIA low septal defect, donc la CIA basse, qui correspond également à une CIA ostium secondum, que vous pouvez voir vraiment basse en regard de la veine cave inférieure, mais qui n'est pas une CIA sinus venosus et qui n'est pas systématiquement associée à un retour veineux pulmonaire anormal, comme on voit ici en coupe échographique. Bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on a une CIA OS ou une CIA OP que ça immunise pour avoir l'autre. Et donc, là, vous voyez un exemple d'oreillette unique où il y a une CIA ostium primum et puis une CIA ostium secondum associée.
Et donc là, c'est dans le cadre d'un CAV complet. Si vous regardez bien, vous arrivez à avoir en fait le petit défect ici de la CIV d'admission, petit ici. Et donc, il n'y a pas la couleur, donc on n'arrive pas à savoir si elle est comblée ou pas, mais donc c'est un CAV complet parce que cette coupe, elle n'est pas comblée. Et puis, la dernière CIA, donc, en fait, qui rentre dans le cadre des CIA, mais c'est plutôt donc une fenestration au niveau du sinus coronaire, donc c'est la CIA du sinus coronaire, mais on la met dans les CIA parce que c'est la même physiopathologie. Et en fait, ça représente moins de 1% de l'ensemble des communications interauriculaires. Et donc, ça correspond donc à l'absence de septation entre l'oreillette gauche inférieure et les toits du sinus coronaire. Et c'est, dans la majorité des cas, associé à une veine cave supérieure gauche. Donc, imaginez ici, je vous ai mis ce schéma parce que je trouve qu'il est plus parlant et beaucoup plus représentatif. Donc, on voyait ici la veine cave supérieure gauche qui arrive et qui va aller se mettre au niveau du sinus coronaire. Et lors de son passage postérieur ici, en fait, il y a des petites fenestrations, en fait, il y a des petits trous là, qui sont arrivés par apoptose cellulaire. Et donc, ils vont communiquer en fait ici. D'accord. Et donc, ça donne cette CIA du sinus coronaire que l'on arrive à mieux voir au niveau de l'ETO. Donc, ici, il y a une image d'ETO, donc oreillette gauche, oreillette droite, et ici que l'on arrive à voir ici aorte et oreillette gauche. Et puis donc là, il n'y a pas de flux, mais normalement il y a un flux Doppler que l'on verrait ici et que l'on peut également observer au niveau du scanner où on voit donc tout le sinus coronaire là, ici, et puis qui va jusqu'au niveau de l'oreillette gauche. Parlons un petit peu de la physiologie des CIA, donc la physiologie du shunt à l'étage atrial. Donc, comme vous le savez, le shunt gauche-droite est dépendant, ou droite-gauche, hein, ça dépend, mais globalement, c'est dépendant de la compliance des ventricules droit et gauche en diastole. Et donc, si ma compliance ventriculaire droite est meilleure que ma compliance ventriculaire gauche, j'ai donc un shunt gauche-droite. Si ma compliance ventriculaire gauche est meilleure que ma compliance ventriculaire droite, j'ai un shunt droite-gauche. Et donc, la surcharge volumétrique en diastole sur une CIA qui shunt donc gauche-droite, qui correspond en fait au shunt des CIA le plus fréquent lorsqu'il n'y a pas de maladie du ventricule gauche ou enfin voilà. Donc, ça donne une surcharge volumétrique diastolique du ventricule droit. Si on prend cet exemple ici d'un petit schéma du cœur, ici l'oreillette gauche, les veines pulmonaires, ventricule gauche, aorte et les petites coronaires qui sortent d'ici, et ici veine cave supérieure, veine cave inférieure, oreillette droite, ventricule droit, artère pulmonaire, donc un schéma du cœur en diastole. Ce que l'on observe, donc on a un retour donc de sang oxygéné au niveau des veines pulmonaires qui arrive au niveau de l'oreillette gauche. Et puis avec la valve mitrale qui est ouverte, et puis il y a un remplissage du ventricule gauche. Puis il y a donc la communication interauriculaire qui est là, et donc il y a également un passage, donc un shunt entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite, dans le cadre d'un ventricule droit qui est normalement plus compliant que le ventricule gauche. On a donc un shunt qui est gauche-droite, avec la valve tricuspide qui est ouverte. Donc vous arrivez, on comprend aisément que le shunt passe par là, passe en effet par l'oreillette droite, mais ne stagne pas dans l'oreillette droite et va directement au niveau du ventricule droit, accompagné des retours systémiques de la veine cave inférieure et de la veine cave supérieure. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le débit pulmonaire est un petit peu augmenté par rapport, enfin le débit qui va passer dans le ventricule droit, va être supérieur au débit qui va arriver au sein du ventricule gauche, avec une petite surcharge que moi j'ai appelée epsilon ici. Et donc à chaque contraction cardiaque, à chaque remplissage
diastolique, il va y avoir un infime volume supplémentaire que j'ai appelé epsilon, et donc le débit n correspondra donc au débit qui était de n-1 plus epsilon. Donc on arrive à comprendre que progressivement, à chaque fois qu'il va y avoir n epsilon diastole, à un moment, le débit, qui va être toujours le même, hein, bien évidemment, parce que le retour du débit de n-1 va se normaliser, mais on comprend que là, progressivement, il va y avoir une surcharge volumétrique au niveau du ventricule droit, un ventricule droit qui est très compliant et qui donc va s'adapter à cette surcharge volumétrique et donc qui va se dilater. Et donc, on arrive à comprendre qu'il y a une dilatation au niveau du ventricule droit. Concernant l'évolution des communications interauriculaires, donc globalement, une petite CIA peut se fermer donc, spontanément. Si les communications interauriculaires ne sont pas dépistées, il peut survenir des troubles du rythme auriculaire, fibrillation ou flutter, qui surviennent en général après l'âge de 30 ans, parce qu'il faut comprendre également qu'il y a initialement la dilatation du ventricule droit, une dilatation de l'anneau et puis une majoration potentielle de la flûte au niveau de la tricuspide, et donc potentiellement il peut y avoir une dilatation qui va venir de manière secondaire au niveau de l'oreillette droite. Et puis bien évidemment, il va y avoir le ventricule droit qui est compliant, mais jusqu'à un certain niveau. Et donc, il y aura donc une dysfonction ventriculaire droite, mais qui est extrêmement tardive. Et puis une hypertension artérielle pulmonaire qui peut exister, mais qui est extrêmement rare dans les CIA, en tout cas les CIA isolés. Concernant le traitement, donc les indications de fermeture de communication interauriculaire, c'est donc que les CIA qui sont symptomatiques et qui sont hémodynamiquement significatifs, avec un rapport QP sur QS qui est supérieur à 1,5 et donc qui est représenté en fait lorsque vous les regardez à l'échographie par un VD qui est dilaté. Et donc les fermetures de communication interauriculaire, notamment les plus fréquentes qui sont donc les CIA-OS, c'est 90% de fermetures par cathé, et celles qui ne sont pas fermables au cathétérisme seront fermées par chirurgie. Et puis globalement, les autres types de communication interauriculaire sont des CIA qui sont fermés par voie chirurgicale. Les grandes indications, les grandes lignes de l'indication de fermeture d'une communication interauriculaire par cathé, c'est donc un poids minimum de 10 kg. Mais globalement, s'il n'y a pas de pathologie associée, et comme on comprend que la CIA a une clinique qui est lente et une dilatation ventriculaire qui va se faire progressivement, normalement, le poids de 10 kg. Je m'excuse, au fait, il y a les collègues qui disent qu'ils n'arrivent pas à entendre le son. Le son est très faible. Le son est faible. Oui. Eh ben, je peux parler plus fort, mais je ne peux pas faire autre chose. C'est mieux si je parle plus fort, là. Je me rapproche. Si. Vous m'entendez? C'est mieux? Oui, s'il vous plaît. OK. Donc, les conditions de fermeture pour les CIA, donc je disais, c'est un poids minimum de 10 kg et donc une anatomie de CIA de type ostium secondum, et donc avec une nécessité au moins d'avoir des berges inférieures au niveau de la veine cave inférieure. Donc la berge inférieure qui doit absolument être présente, c'est ici. Et donc avec un diamètre maximal de CIA qui doit être donc le diamètre de la CIA plus 14 mm, doit être inférieur au diamètre donc, du septum. Donc lorsque vous avez votre septum, vous pouvez mesurer votre septum et votre CIA et faire donc diamètre du défect plus 14 qui doit être inférieur au diamètre du septum entier, parce que vous comprenez que lorsqu'on va mettre la prothèse, ça va dépasser et se mettre au niveau du septum, et il faut qu'il y ait une présence de septum pour pouvoir le faire. Et donc les berges doivent toutes mesurer plus de 5 mm, sauf la berge rétro-aortique. Et bien évidemment, le septum interauriculaire doit être solide pour que la prothèse puisse être amarrée. Deux mots sur les études concernant donc, les fermetures et les complications de CIA par cathétérisme. Il y a une étude récente là, qui est sortie en 2018 dans le JACC,
qui rapporte plus de 1500, 1300 pardon, fermetures percutanées de communication interauriculaire chez les enfants. Et globalement, ce que l'on observe, c'est en termes de complications, il y a peu de complications, mais c'est quand même quelque chose qui existe, hein, ce n'est pas non plus zéro. Donc des complications comme une migration de prothèse, une complication péri-procédure, de l'épanchement péricardique, des anomalies, des troubles conductifs. C'est vraiment anecdotique, mais c'est quand même quelque chose qui existe et qui est en général plutôt sur les prothèses larges. Donc là, le cut-off a été de prothèses de 20 mm par mètre carré, correspondant en fait à la surface corporelle de l'enfant. Et également donc pour des prothèses mises chez des enfants de moins de 15 kg. C'est ces deux types de profils-là où il y a le plus de complications qui peuvent survenir, même si les complications sont très rares. Et concernant la question d'y a-t-il moins de complications entre la fermeture par cathé et la fermeture chirurgicale. Il y a une étude qui a été publiée il y a un certain moment maintenant, donc c'était en 2002. Donc ici, c'est une courbe de Kaplan-Meier qui montre donc la probabilité d'absence de complications avec un follow-up ici en jours. Donc ici, le groupe de fermeture percutanée, ici, le groupe de fermeture chirurgicale. Et donc, on observe que globalement, on a moins de complications lorsqu'on a une fermeture par cathétérisme que lorsqu'on a une fermeture chirurgicale. Mais il est important de noter que les groupes comparés ne sont pas des groupes comparables, qu'il s'agit d'une étude qui est non randomisée et que initialement, bien évidemment, les groupes de fermeture de CIA par voie chirurgicale étaient des groupes avec des CIA plus importantes qui n'étaient pas accessibles par cathé. Mais lorsqu'on voit ça, on comprend que de manière juste observationnelle pure, si l'on peut faire le choix et que c'est accessible par voie percutanée, on choisit de faire une fermeture percutanée. Donc pour les cas de fermeture chirurgicale, les indications, c'est donc la CIA ostium secundum qui est impossible à fermer ou pour laquelle on a essayé de la fermer par voie percutanée, on n'a pas réussi. La CIA sinus venosus avec un shunt significatif. La CIA ostium primum avec shunt significatif ou une fuite significative de la valve atrioventriculaire gauche. Et les voies d'abord. Donc il y a plusieurs voies d'abord possibles pour les fermetures de CIA. Soit sternotomie, mais le plus souvent, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plutôt mini-sternotomie. Et puis sinon, thoracotomie postérieure droite, surtout chez les jeunes filles par souci esthétique. Et puis thoracotomie sous ma mère droite chez l'adolescent. Voilà pour le cours de CIA. Si